Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, et Sidi Touré, ministre des Ressources halieutiques, ont fait la paix hier 12 décembre. On se rappelle bien l'incident qui avait eu lieu donc à l'abattoir de Port-Boué. On en parle dans quelques instants. Et puis juste après cela, nos regards seront tournés vers le PPACI. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un mouvement de soutien qui se crée pour soutenir les actions de Awa Donmelo. Mais ce mouvement a suscité un communiqué de la représentation PPACI de France qui dénonce le caractère perturbateur d'une telle initiative. Décryptage avec nos amis. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes donc vendredi 13 décembre et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en votre compagnie avec nos amis qui sont encore là ce soir. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ouais, moi aussi, je suis très heureux d'être là. Je voudrais profiter pour saluer un artiste de notre région au niveau de Donmolon, au niveau de la Lépée, qui est décédé, qui est très tôt parti. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Je suis de cœur avec toutes les populations Goua du département d'Alépé, notamment les fils et filles de Molon. Merci beaucoup Herman et Yako à la famille éplorée. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle. Un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Ah ben c'est plaisir partagé. Je voudrais en tout cas aussi profiter de l'occasion, saluer l'ensemble des téléspectateurs, mais plus particulièrement l'équipe de la Banque du Sang qui depuis quelques jours est dans le district d'Abidjan pour prélever du sang. Et donc, je voudrais aussi saisir l'occasion pour leur dire félicitations. Hier, j'ai eu l'opportunité de participer à une opération de don de sang. Et le professionnalisme et puis, je veux dire, la dextérité avec laquelle cette équipe-là travaille et surtout la manière d'accueillir, franchement, je voudrais leur tirer le chapeau avec une mention particulière à Madame Abbé Floriana, vraiment qui est très sympathique et qui nous a fait passer un bon moment. C'est vrai que j'ai souvent peur de l'aiguille, mais tellement elle était professionnelle, en force même de pouvoir échanger. On m'a même piqué sans que je ne sache que j'avais une aiguille dans le corps. En tout cas, bravo et puis bonne continuation pour votre action. En saluant le directeur, le docteur Sekongo, qui est le directeur donc, de ce centre-là. J'ai retrouvé le nom de mon frère, là je peux le dire. Oui, bien sûr. Voilà, c'est Nyongui Siapo Jean-Maurice Marcel, on l'appelle un Gwabi Mauricio. Voilà, donc il y a quoi la famille? Merci Herman. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je t'en prie, bonsoir à tous et à toutes. Docteur Poulot, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, tu as touché mon petit nom. Exactement. Je profite de l'opportunité aussi pour saluer toutes les familles de la Guinée forestière, une région qui a été touchée par une tragédie dans un stade avec près de 100 morts, malheureusement. Terrible. Donc c'est aussi l'occasion pour rendre hommage à toutes ces victimes-là et saluer leurs familles. En tout cas, Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, aux familles éplorées. Merci d'être avec nous. Commençons par cette actualité, cette information. Vous êtes passionné de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. C'est le moment pour vous de désigner les 10 personnalités politiques ivoiriennes qui vous ont marqué tout au long de cette année 2024. Il faut le faire simplement par WhatsApp, un message. Votre classement WhatsApp donc au 225. Le numéro s'affiche à l'écran 0702 814 112. 07 02 814 112. Vous êtes passionné de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. C'est donc le moment pour vous, téléspectateurs, de désigner les 10 personnalités qui, selon vous, vous ont marqué politique. Personnalités politiques qui vous ont marqué tout au long de cette année 2024. Je reprends le numéro au 225. Plus 225. Plus 225, voilà, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Plus 225 07 02 814 et le 112. Voilà, donc n'hésitez pas de le faire maintenant, et on vous donnera les résultats sur ce plateau. Alors, messieurs, la paix est revenue dans l'actualité gouvernementale, on va dire ainsi, puisque tous travaillent à ce que les projets du gouvernement avancent. Il s'agit justement de cette petite crise qu'il y avait entre le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, les services du ministre Cissé Bakongo, et puis le ministre Sidi Touré. Ils ont fait la paix, c'était hier. Herman, réaction? Très belle image, voilà, c'est tout ce qu'on attendait de ces deux personnalités-là, surtout au niveau de leurs différents services.
Moi, je pense que ces genres d'images-là, c'est ce qu'on doit pouvoir voir. Surtout que la gestion des ressources animales et halieutiques, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est la viande que les populations consomment, c'est le poisson qu'on consomme. Donc, qu'ils arrivent à s'entendre, c'est déjà bien. Moi, autre chose, au-delà de ces deux images, il faudrait que les deux responsables, c'est-à-dire que le membre du gouvernement et le gouverneur du district puissent essayer de mettre cette paix-là, que ça touche aussi leurs différents services. Parce qu'en réalité, les personnes... Est-ce que ça ne va pas de soi, justement, avec cette... On n'en sait rien. Je ne crois pas qu'il y ait eu de l'élégance entre les deux personnalités, de fait. Mais ce qu'on a pu voir, c'est surtout des collaborateurs qui se retrouvent à un endroit et qui posent des actes qui ne sont pas, qui détériorent l'image des différentes personnalités. J'espère aussi que celui qui avait bousculé, je veux dire agressé, on pourrait le dire, le ministre Sidi Touré, il a pu être aussi sanctionné parce qu'on ne peut pas en même temps faire la paix pendant que celui qui a posé cet acte-là, je veux dire, qui était un acte même pas de barbarie, puisse rester là sans qu'il ne soit sanctionné. Même s'ils s'entendent aujourd'hui, j'espère que ce dernier-là, qui était le directeur de l'abattoir de Port-Boué, parce que son acte était grave, j'espère qu'il a été quand même sanctionné. Mais en tout cas, que ça se répète. Élisée Boloubeu, les deux parties se sont engagées ensemble à œuvrer pour que justement l'abattoir soit géré de façon harmonieuse, assurément entre les deux parties. Votre réaction justement sur la réconciliation, et in fine, Herman disait, c'est vrai, ils se sont réconciliés, mais ce n'est pas ces deux personnes-là qui ont eu maille à partir. Ce sont les services. Est-ce qu'on pourrait s'inquiéter que les services, au-delà de ça, ne se réconcilient pas? Élisée? Non, moi je pense que douter que les services peut-être ne se réconcilient pas, ça veut dire que certainement ces deux personnalités, ont un souci d'autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs. Je n'ose pas imaginer cela. Je pense quand même que l'administration étant très bien organisée, la question de la hiérarchie est une question sacro-sainte au sein de l'administration. Donc je crois que naturellement, les différents services vont se mettre en branle. Mais comme je le dis, on n'aurait jamais dû arriver à une table de réconciliation. Je veux dire, en fait, on n'aurait pas dû même arriver à la bagarre, à cette violence auxquelles on a assisté là. Mais comme souvent j'aime le dire sur ce plateau ici, pour moi, je dis l'erreur est humaine. On peut s'être trompé, c'est persister dans l'erreur qui devient diabolique. Et j'estime pour ma part que les différentes personnalités et leurs différents services ont donc décidé de ne pas donner encore, je dis, plus d'allant à un comportement diabolique. Donc, ils ont décidé de revenir vraiment faire la paix. C'est pas trop fort, ça, le comportement diabolique? Non, c'est une manière de parler. C'est juste une figure de style. Ouais. Tout à fait. Voilà, pour juste dire qu'ils ont compris que la chose la plus importante, et surtout pour des membres du gouvernement, c'est la solidarité. Et comme on sait que de tout temps, le chef de l'État n'a cessé en tout cas de le prôner, même le chef du gouvernement, un gouvernement n'est fort que quand on sent cette solidarité gouvernementale. Ils étaient saisis du dossier également, il faut le rappeler. Oui, le Premier ministre est saisi du dossier. On suppose donc que c'est les différentes, je ne dirais pas médiations, mais les interpellations des uns et des autres qui certainement ont dû aboutir à cette situation. On ne peut que saluer cela et puis inviter ces différentes personnalités-là à mettre tout en œuvre pour ne plus que les spectacles qui nous ont été servis les semaines dernières ne nous soient servis à nouveau. Maurice Komoro, ils disent aussi que nous avons convenu que nos services techniques respectifs prendront le relais pour identifier et aplanir les éventuels points de divergence afin de garantir une meilleure coordination dans l'accomplissement de nos missions respectives. Voilà, on a un point d'accroche là. Ils travailleront ensemble, en fait. C'est un ouf de soulagement pour les populations ivoiriennes. Herman le disait tantôt, les questions liées donc à la sécurité sanitaire des aliments et donc le contrôle, l'inspection des denrées d'origine animale et dérivées sont d'importance capitale pour la survie des populations. Et donc, c'est une rencontre pour nous entre les deux personnalités qui marquent, à n'en point douter, un tournant décisif dans les relations entre les deux structures, c'est-à-dire le district autonome d'Abidjan et le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Eh bien, les deux responsables de ces deux entités administratives ont choisi la voie du dialogue pour dissiper donc leurs malentendus et mettre fin aux interprétations certainement tendancieuses liées justement à ce que nous avons constaté à l'abattoir de Port-Boué et tout récemment donc à Songon. Et donc, au-delà de cette rencontre,
Eh bien, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Sidi Touré, les services techniques de ces deux entités administratives prendront le relais pour harmoniser leurs interventions. Et cette approche technique visera certainement à identifier et à résoudre les éventuels points de divergence. Comme ils l'ont dit, oui. Comme ils l'ont eux-mêmes bien souligné. Et donc, nous, en tant que consommateurs, nous, en tant qu'usagers des services publics, nous ne pouvons qu'avoir un ouf de soulagement. Exactement. Merci, Christelle. Barry, docteur Barry, alors votre point de vue, comme vos amis l'ont dit, vous êtes d'accord, c'était important qu'ils puissent aller à la paix? Oui, c'est important, c'est fondamental même d'ailleurs. Je pense que c'est une rencontre salutaire entre les deux personnalités. Voilà, parce que ce qui nous a été donné de voir, ce n'était pas quelque chose de potable. En fait, d'un point de vue de l'image, d'un point de vue impact au niveau des populations, parce qu'on appelle souvent les citoyens lambda à la responsabilité, au respect des lois. Mais le respect hiérarchique en termes administratifs, c'est quelque chose de sacro-saint. Donc, si un directeur d'un abattoir manque de respect ou bafoue l'honneur d'un ministre de la République ou d'un préfet, le préfet, c'est le représentant direct du président de la République. Et je pense qu'il faut le sanctionner. Je n'ai pas entendu la sanction. J'espère qu'il a subi une sanction parce qu'il doit servir d'exemple. Si c'était un citoyen lambda qui avait manqué de respect à une autorité, il allait être sanctionné. Donc, un administrateur public qui occupe une fonction, s'il ne respecte pas la hiérarchie, il manque de respect à un ministre de la République, il doit servir d'exemple. Donc, s'il y a eu sanction, je plaiderais pour que le ministre gouverneur et ses services puissent communiquer là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire que ouais, ils sont assis, mais ce n'est pas M. Bakongo et M. Touré qui ont eu maille à partir. C'est un subalterne à M. Bakongo. Ouais. Donc, il faut le sanctionner. Et la sanction, il faut la communication autour pour demain interpeller les autres qui vont vouloir se comporter comme ce directeur-là. Merci beaucoup, messieurs, sur ce point. Vous avez tous eu à donner vos avis et réactions. Regardons maintenant ce qui se passe du côté du PPACI. Alors, je le disais à l'entame de ce temps d'antenne, un mouvement de soutien à Awa Dombélo, donc, qui voit le jour et, tac, automatiquement, réaction donc, de la représentation PPACI France qui estime qu'une telle action serait de nature à créer le trouble. Herman, essayons de faire un point de situation. Ce n'est pas la première fois qu'on a un communiqué de la représentation PPACI, de PPACI en tout cas, concernant les activités d'Awa Dombélo. Que se passe-t-il, Herman? Non, vous rappelez, vous indiquez que ce n'est pas la première fois. Effectivement, déjà en septembre dernier, on se souvient que le vice-président du PPACI qui est chargé du district. Du district oui, le 12 septembre précisément. Le 12 septembre oui, pour le communiquer. 2024, il devait faire une conférence à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de Dabou. Monsieur Awa Dombélo. Awa Dombélo en tant que vice-président, oui. Ce qui est normal. Et finalement, le fédéral a produit un communiqué comme quoi il avait le parti demandait à ce qu'ils annulent cela. Après, j'ai dit aussi qui était le secrétaire général du PPACI, a produit un autre communiqué pour dire qu'il y a urgence, notamment pour aller sensibiliser sur la question de la révision de la liste électorale. Pour la victoire du président. La victoire du président et autres. Donc après, quand on voit finalement que la représentation du PPACI de France interdit, enfin, pour produire un communiqué pour dire qu'un mouvement ne devait pas et ne se reconnaissent pas à la rencontre de ce mouvement-là, qui est un hommage, je veux dire, qui veut soutenir Awa Dombélo, et qui ne se connaît pas. Finalement, on voit qu'il y a un véritable malaise autour de la personnalité d'Awa Dombélo. Mais quand moi, je veux dire simplement... situation, maintenant, votre commentaire. Ouais, c'est qu'on doit savoir qu'il n'est pas interdit à un individu, encore moins à un mouvement, de soutenir un membre d'un parti politique. Surtout que le membre du parti, visiblement, Awa Dombélo ne l'a pas demandé. Mais la question qui se pose, c'est justement, c'est pourquoi des gens aujourd'hui veulent un plan B au sein du... Pourquoi faire un mouvement de soutien pour Awa Dombélo? C'est ça la question. Oui, mais parce qu'ils estiment que sympathisants qui sont ou militants qui sont du PPACI, ils estiment qu'aujourd'hui, vu où vont les choses par rapport à aujourd'hui
à l'incertitude. Les gens peuvent l'exprimer. Parce que vous savez bien qu'en démocratie, il n'y a que les débats d'idées, les débats, les échanges et autres doivent pouvoir porter. Surtout quand on est dans un parti de gauche. Un parti de gauche, c'est la liberté. Les gens sont libres de souhaiter qu'au-delà d'un choix, qu'il y ait d'autres choix. Si éventuellement ce choix-là n'est pas retenu, pourquoi on ne se rabat pas? Alors avant de passer à Élisée, une dernière question, Herman. S'il y a un plan B, c'est le parti qui décidera qu'il y a un plan B, pas un mouvement de soutien. Qu'en pensez-vous? Oui, mais je dis simplement que le mouvement soutien, rien n'empêche à un mouvement de soutien de se créer pour soutenir un individu. Très bien. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas libres de penser qu'ils veulent que Awa Dombelo soit pour eux quelqu'un qu'on peut choisir si jamais Laurent Gbagbo finalement ne peut pas être candidat, vu que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Juste l'éventualité d'un plan B et que Laurent Gbagbo ne peut pas lui seul être constitué un plan A, B jusqu'à un plan Z. Voilà, c'est des individus qui le pensent ainsi et je pense que cela amène à un débat. Aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que lorsqu'on discute sur des questions de choix de candidature, surtout quand on est dans un parti de gauche, pour ne pas laisser croire qu'après Laurent Gbagbo, il n'y a rien. Les gens dans ce pays ont suivi Laurent Gbagbo pour la cause, la vision qu'il portait pour une cause, et non pas seulement pour sa personnalité. Il faudrait que les gens puissent comprendre que les militants ne sont pas tous les Ivoiriens. Les militants ne sont pas tous. J'explique. Parce qu'aujourd'hui, quand on est militant, ce n'est pas le militant qui vote, qui élit un président de la République. Ce sont les Ivoiriens qui élisent un président de la République. Donc, si au sein de vos partis, il y a quelqu'un, tous les Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas encartés dans un parti politique. Ça, on le constate. Donc, il faudrait que les gens laissent ce débat-là se dérouler au sein du PPACI pour que les plans A, plan B, plan C et autres là, puissent se situer. On a vu au Sénégal, ça n'a pas tué quelqu'un. Élisée Boloubeu, sans commentaire, votre avis justement? Bon, moi, je pense qu'il faut déjà situer le contexte. Parce que si on ne présente pas le contexte, ça sera difficile de comprendre la logique des communiqués du PPACI. Le PPACI est sorti d'un congrès à l'issue duquel ils ont choisi leur candidat, le candidat Laurent Gbagbo. Le PPACI est dans une dynamique de discuter avec les pouvoirs publics, utiliser les moyens légaux en sa possession pour pouvoir permettre le retour de Laurent Gbagbo sur la liste. Le PPACI ne peut pas se faire harakiri pendant qu'il est en train de faire ça, ouvrir une brèche sur une possibilité de candidature. Même si d'aventure, d'autres candidatures en dehors de Gbagbo, même si d'aventure, je dis bien cela devrait se faire, mais ça se fait dans les arcanes du parti, dans les organes prévus par le parti en réalité. Pas un mouvement de soutien qui se lève. Oui, et non pas, parce que ça empiète en fait sur la démarche du PPACI. Quand des mouvements commencent à présenter déjà un plan B et tout ça, mais ça peut conforter le pouvoir en place. Je dis, mais attends, en dehors du fait même que Laurent Gbagbo ne soit candidat, une autre personne peut être candidat au PPACI, la preuve, d'autres mouvements ont commencé déjà à en parler. Pourquoi ils ne regardent pas vers... Or, le PPACI est dans une dynamique d'amener le pouvoir à pouvoir accepter le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça. Donc, ils considèrent ça un peu comme un pied de nez en réalité. Et puis moi, je dis et je répète toujours, quand on décide de militer dans un parti politique, bon, jusque-là, on peut encore le leur accorder, ils ne sont pas militants. C'est un mouvement de soutien, ça peut venir de partout. Mais le concerné, il était présent au Congrès. Il a donné son accord pour ce que Laurent Gbagbo soit le candidat du parti. Il est vice-président du parti, en charge d'une région. Donc ça veut dire que c'est une personnalité de ce parti-là en réalité. Et qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Donc qui devrait assumer les décisions prises par le parti. Moi, c'est là que j'entends justement que M. Dombelo s'exprime. Moi, je pense que c'est normal. C'est vrai que le parti peut s'exprimer et tout ça. Mais pour une question de clarté et de cohérence, pour qu'on se rende compte effectivement que M. Dombelo est solidaire de la décision prise au Congrès, il faut qu'il s'exprime sur la question. Et qu'il dise à ses membres-là, je suis d'accord que vous m'aimez bien, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, mais je suis dans un parti et ce parti-là exige de moi que je puisse suivre la discipline. Ça aussi, c'est important de le notifier. Moi, je crois qu'il faut arriver à un certain moment à accepter de suivre les règles qui régissent le fonctionnement des partis et des mouvements. Ça, pour moi, c'est nécessaire et c'est important. On peut faire beaucoup de procès, mais je trouve que l'attitude du PPACI à travers ces différents communiqués est une activité responsable, cohérente et qui s'inscrit dans une démarche logique. Ça, franchement, on ne peut pas reprocher ça au PPACI. Marius Komoré, quel est votre point de vue? Est-ce que ce mouvement de soutien peut présenter Awa Dombelo comme étant une
possible alternative, parce qu'in fine, quand les communiqués arrivent, ça veut dire qu'attention, il ne faut rien faire. On va, comme Élisée l'a dit, dans une vision commune de faire en sorte que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Votre point de vue là-dessus, Marius? Contrairement à ce que nous vivons, nous observons sous d'autres cieux, et pour ne pas dire dans d'autres parties, au niveau du PPACI, le vrai problème est donc l'inscription de la liste électorale de leur président. Le combat de tous les cadres devrait être en principe orienté sur la question donc de l'inscription de la... Mais pour l'instant, c'est le combat. Hein. Bon, pour l'instant, c'est le combat, bien entendu. Ce qui veut dire, et comme l'a souligné Élisée, les clubs, je veux dire, en ce moment précis, à quelques mois, à 10-11 mois des élections prochaines, présenter un cadre futile à M. Awando Molo, vice-président donc du parti, comme une valeur sûre, parce que c'est les mots utilisés par les organisateurs de cette cérémonie à Paris. Ils ont dit, et je dis, ils ont dit que le président Domelo est une valeur sûre dans le concert des nations, dans le dialogue des concerts des nations, à l'épreuve du monde perpétuel. Bien sûr, on représente les BRICS au niveau de l'Afrique centrale et occidentale. Et donc, cette façon de présenter en ce moment-ci un cadre du parti, au moment où tout le monde converge ses efforts pour se battre en vue de l'inscription du leader qu'ils jugent charismatique de leur parti donc, sur la liste électorale, cette initiative n'était pas du tout salutaire. Et donc, je pense humblement que la représentation du PPACI en France a vite fait de bien de réagir en sortant ce communiqué pour se démarquer justement de l'initiative et donc lancer un message au niveau de la direction centrale du parti en démontrant qu'ils ne sont ni de près ni de loin mêlés donc à cette initiative. Donc on va assister, on va suivre la suite de cet événement. Quoi qu'il en soit, il faut, et là je le dis à titre personnel, il faut aujourd'hui que nos aînés qui ont dirigé ce pays pendant des années, et surtout qui ont connu des années de la colonisation et autres, se préparent la relève. Et je pense que le président Gbagbo l'a si bien compris qu'en créant le PPACI, lui-même il a dit qu'il créait cet outil politique pour préparer la relève, pour laisser cet appareil politique à une nouvelle génération. Quand vous dites relève, vous pensez à Awado Melo? Ah non, moi, je n'ai pas choisi. D'ailleurs, je n'ai aucun... Je vous pose la question parce que vous étiez sur deux points, en fait. En termes d'analyse. Ça peut être Awado Melo, ça peut être Damana Pika, ça peut être Hubert Oulay, ça peut être également Tchéidé Jean Gervais. Le PPACI est dominé par une multitude de cadres. Tout comme on en voit aussi partout au PDCI, il y a une multitude de cadres. Au RHDP, il y a une multitude de cadres. Mais il revient donc aux organes du parti de désigner qui, parmi tous ces cadres, pourrait naturellement succéder au leader charismatique. Barry, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, comme Herman l'a dit, ils peuvent se dire, et peut-être que ce combat peut ne pas aboutir, autant prendre les devants en réaction? Le combat de l'inscription, la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale, ce qui pourrait motiver donc les intentions de ce mouvement. Réaction, Barry? Non, je pense que même si le combat n'aboutit pas, ce n'est pas aux gens qui créent des mouvements de soutien de susciter le plan B. Le plan B doit intervenir dans le cadre institutionnel. Exactement. Un peu comme le PASTEF l'a fait avec Sonko et Diomaye Faye. Mais pourquoi on pense que c'est le plan B, au fait? Pourquoi vous pensez que c'est le plan B? Le plan B, c'est trop prématuré. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais pour moi, c'est prématuré parce qu'on a encore 11 mois. Donc, l'objectif primordial des cadres du PPACI, je pense que c'est de se battre pour que leur candidat désigné, M. Laurent Gbagbo, soit inscrit sur la liste électorale. Maintenant, si jamais ils arrivent peut-être à l'approche du dépôt des candidatures, l'institution peut susciter d'autres candidatures. Je pense que c'est comme ça que PASTEF avait fonctionné. Le PDCI l'a fait en 2000, lorsque M. Bombé avait été désigné comme candidat du PDCI. Je pense qu'il y a l'amiral Fadiga et le ministre Bois Amakon et Diampan Tiemele qui avaient été candidats. Malheureusement, ils avaient tous été recalés. Donc, il y a le dépôt des candidatures et il y a la dynamique de lutte. Aujourd'hui, quel est l'objet de la lutte que le PPACI mène? C'est comment inscrire son leader sur la liste électorale. Maintenant, avec les mouvements de soutien, ce qui est un peu gênant, c'est le silence de M. Don Melo.
Parce que quand qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous? Il doit s'exprimer. Ils sont allés au Congrès. Le Congrès a décidé que le candidat, c'est M. Gbagbo. Et en temps, à Dabou, il y a une conférence où M. Don Melo, on sait déjà qui c'est au sein du PPACI. Il a une histoire avec le PPACI. Parce qu'il faut questionner le profil des gens. À la fin des années 90, il avait eu maille à partir avec son parti. Il a créé le FPI Renaissance. Donc, c'est un profil atypique. Maintenant, c'est normal que les cadres du parti se posent des questions. Son silence aussi prête à question. Adabou, qu'est-ce qu'il voulait faire, une conférence? Non, mais en politique, rien n'est au hasard. Qu'est-ce qui est dangereux dans la conférence de Dabou? Tout se construit. Cette conférence-là, l'intervenant, il a une influence sur son public. C'est cela. Et on sait que Don Melo, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez dit, Herman a parlé de son pédigré intellectuel. Et international. Vous avez évoqué son pédigré international. Donc, ça veut dire que c'est autour des enjeux de pouvoir, il y a des profils qui dérangent. Herman, alors Élysée estime que ce n'est pas cohérent, justement, pour le mouvement de soutien de présenter un tel profil quand la candidature de Laurent Gbagbo a été tous présentée et portée, justement, par son parti. Il faut bien indiquer que, heureusement, Awa Don Melo lui-même n'est pas à l'initiative de la création de ce ça c'est bon de préciser. En même temps, c'est une vérité aujourd'hui qu'il faut reconnaître au sein du PPACI. Laquelle? Aujourd'hui, c'est que de plus en plus de militants au niveau de la base, même des fédérations, des sections de ce parti-là, souhaitent que le deuxième choix, de façon naturelle, comme on a un choix de façon naturelle, laissez finir, soit Awa Don Melo. On a toujours fait des sondages. Et voilà pourquoi, moi, quand je dis ça... Mais Herman, sur quoi on s'appuie pour dire que la plupart des militants ou les... Mais le profil d'Awa Don Melo aussi, ce n'est pas un monsieur anodin. Tout à l'heure, on vous a parlé un peu de son parcours politique. On peut revenir sur son parcours intellectuel, son background. C'est lui quand même l'inventeur du pavé. Vous savez, le pavé, ce que c'est. C'est un docteur ingénieur. Il a fait l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Donc, je veux dire, au-delà de ça, aujourd'hui, il est intervenu dans plusieurs pays en Afrique sur les questions, donner des conseils sur les questions d'orientation de leur planification et au niveau de leur infrastructure, tout ça, au niveau du développement. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que, heureusement, il ne parle pas parce qu'il connaît ses camarades. Ça veut dire quoi, Herman? Il connaît ses camarades. Il les a affrontés. Je veux dire que Laurent Gbagbo, il a été président du comité de contrôle. Quand il parlait tout à l'heure, Barry parlait des années en fin 90, c'est-à-dire en 1999, il a été président du comité de contrôle et il a estimé qu'il y avait une certaine... que le président, le secrétaire général du parti en ce moment du FPI, qui était Laurent Gbagbo, et on était en train de lui concentrer tous les pouvoirs et que ça ne devait pas se faire dans un mouvement de gauche. Et ils ne se sont pas entendus, il a créé FPI Renaissance. Après, ils se sont retrouvés. Donc, son silence, ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il connaît ces gens. Il préfère rester dans le cadre du parti, heureusement d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux dire, quand on ne doit pas avoir peur du débat, que ça soit, ce n'est pas la veille des élections qu'on va venir dire que telle personne est un plan B. Et en réalité, moi, ce que je pense, c'est que Laurent Gbagbo a un plan B. Ceux qui sont... Un plan B, c'est-à-dire qu'après, si ce n'est pas lui, il a un plan B, mais seulement qu'il cache ce plan B. Mais pourquoi lui, on l'empêche de rencontrer les bases en tant que vice-président chargé du district? Et qui rencontre les bases, Herman? Allez-y voir, le PPACI est à chaque fois sur le terrain. Mais quand il s'agit de Laurent Melo qui doit rencontrer une fédération ou une section et autres, on trouve toujours une urgence pour le bloquer dans cette démarche. Allez-y voir. Or, la plupart des députés PPACI aujourd'hui, dans l'EDS, moi je sais bien que Don Melo a financé aussi la campagne de plusieurs ici, entre eux. Même les fédérations, leur fonctionnement. Donc je veux dire que, moi je pense, un parti de gauche ne devait pas faire une histoire de pensée unique. Des gens doivent pouvoir ouvrir le débat sur toutes les questions. Il ne peut pas avoir de débat tabou dans un parti de gauche. Encore, on peut accepter cela dans les partis de droite. Prenons rapidement les réactions d'Élysée et de Barry et on passe à notre invité. Rapidement, Barry. Non, Christelle, le débat d'un parti politique s'est fait dans un cadre légal. Il y a des cadres de débat. Les conventions, les assemblées générales,
le Congrès. Il y a des En débats. dehors de Barry, je cela, ne parle pas au nom de Don Melo ici. Hein. Non, je n'ai pas dit que tu parlais au nom de Don Melo. Je dis juste que dans un parti politique, on ne se lève pas comme ça pour mener un débat. Il y a des cadres légaux dans lesquels on débat. Les textes sont là. Donc, s'il veut débattre, c'est au Congrès, il allait débattre. Élisée, votre point, et puis on reçoit notre invité. Oui, moi, je pense, hein, c'est mon point de vue, il faut que, à un moment donné, les hommes politiques comprennent que les ambitions personnelles ne doivent pas être au-delà des ambitions du pays, de l'État, en fait, et souvent même du parti. Quand on décide de militer dans un parti, c'est une décision de respecter la discipline du parti. Pour l'instant, il n'a rien dit encore. Oui, je suis d'accord. Je parle de façon générale. Très bien. Voilà. Et un parti politique, je crois, en tout cas pour ce qui m'a été donné de voir sur la place publique, a en son sein des organes pour traiter des questions spécifiques. Et ces organes-là n'ont pas été mis là juste pour la forme. Donc je crois que quand on a des sujets qui concernent des organes spécifiques, on les inscrit là à l'ordre du jour et puis on en discute. Moi, je pense que ça évite d'aller dans tous les sens et puis ça évite aussi de créer des polémiques inutiles. Pour terminer, je ne voudrais pas qu'on perde de vue la démarche dans laquelle le PPACI est aujourd'hui. Le PPACI est confronté à une situation délicate. Et ça, je le dis sans faux fuyant. Le PPACI est dans une démarche à la fois légale et à la fois politique. De savoir comment on s'arrange pour que, effectivement, Laurent Gbagbo, que le Congrès a choisi comme candidat, puisse revenir sur la liste électorale. Comment on s'y arrange? La meilleure manière de le faire, c'est d'aller en rang serré. Parce que si on va en rang dispersé, on amenuise les possibilités pour nous de pouvoir obtenir gain de cause. Et ça, je crois que tout le monde doit pouvoir être solidaire au sein du PPACI sur cette thématique-là. Et puis après, maintenant, quand c'est réglé, on pourra faire montre de nos ambitions personnelles. Dans tous les cas, on suivra ce dossier, chers amis. On sait si bien le faire. On suivra de bout en bout pour voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on retient que la représentation France, PPACI France, dénonce donc le caractère perturbateur d'une telle manœuvre. Recevons à présent M. Hervé Andry. M. Hervé Andry est auteur du livre « Migrants devenus esclaves, comment Drogba m'a sauvé ». Ensuite, il est initiateur du Festival des migrations et de la valorisation de la diversité FEMIVAD. Bonsoir et merci. Votre festival est prévu pour le 14 décembre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, présentez-nous un peu votre festival. Ok, le festival dénommé FEMIVAD, c'est d'abord Festival des migrations, de valorisation et de la diversité. Et nous sommes à notre première édition. Et à vrai dire, notre organisation organise chaque année la Journée internationale des migrants. Et cette année, nous sommes à notre 5e édition. Mais pour ce qui concerne le FEMIVAD, c'est une innovation de l'ONG Leizat qui vient promouvoir la diversité culturelle issue des migrations et tous les peuples, disons, qui sont ici en Côte d'Ivoire sont appelés à venir promouvoir leur culture et raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour annoncer ce grand événement. Très bien. Alors, Herman, question. Bon, moi, ma question, c'était, j'allais poser une question sur le livre. Voilà, pourquoi vous avez évoqué Drogba? En quoi est-ce que Drogba vous a sauvé? Bien, on revient... Herman, on avait déjà reçu. Hein, oui, mais je n'étais pas là, donc je voulais avoir un bout. Ce jour-là, je n'étais pas là. Il va rappeler, un petit rappel. Ok, je vais rappeler juste un peu pour dire que Drogba m'a sauvé. C'est dans un contexte bien précis. Lorsque je me suis retrouvé dans le Golfe, et après, je me suis rendu compte que j'étais esclave. D'après l'employeur, vous êtes un ex-migrant. Je me retrouve voilà, emprisonné. Et par là, il fallait sortir, retourner en Côte d'Ivoire. Et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas mon passeport en ma possession. J'étais sans aucun document. Donc, il fallait dire quelque chose. Et voilà comment l'idée, le nom de Drogba est sorti. Et en échangeant avec le geôlier, il a dit, ben, écoute, vous venez d'où? J'ai dit Côte d'Ivoire. Il dit, ne connaît pas Côte d'Ivoire. Sarlat, il dit, ne connaît pas Sarlat. Il dit, Drogba. Il dit, ah bon, vous venez du pays de Drogba? Il dit, oui. Il dit, Kala Saleh, Mafi Mouchkine, Oro. C'est comme ça que je suis sorti. On ne comprend pas ce que vous avez dit, la traduction pour nous. Il m'a demandé, vous venez du pays de Drogba vraiment? Il dit, oui. L'homme qui joue au football à Kelsey? J'ai dit, oui. Il dit, bah, dans ce cas-là, sortez. Donc, c'est à partir de là que j'ai pu être identifié. Et ensuite, j'ai eu la grâce de retourner en Côte d'Ivoire.
Et donc, vous êtes retourné, votre parcours de migrant vous a touché et vous faites donc ce festival-là. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons ce festival pour honorer les migrants du monde entier. D'autant diront, mais pourquoi honorer et valoriser les migrants du monde entier? Le mot migrant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui et bien vrai qu'on parle de migrants irréguliers aujourd'hui à notre époque, mais sachant que le mot migrant, disons, c'est des gens aussi qui apportent quelque chose au développement de nos pays. Je dirais même ici... Ils apportent quoi? Ils contribuent aussi au développement du pays. Je dirais même des valeurs ajoutées. Et aujourd'hui, concernant le festival, nous rentrons dans le cadre culturel, parlant de brassage culturel, parlant de ce que les migrants savent faire, et issus de leur communauté. Il faut quand même faire sortir ces potentiels-là pour valoriser, parce que nous savons ce que la culture rapporte à nos économies et ce que la culture rapporte en matière du développement. Donc, du coup, les migrants ne doivent pas rester en marge, malgré ce qu'ils savent faire chez eux, faire sortir et valoriser. Donc, ne plus se cacher, en fait, puisqu'ils voilà. Ils sont migrants assurément irréguliers. Enfin, Élisée, question? Ok, moi, je veux bien comprendre, hein, parce que migrant, c'est quoi? Vous voulez, quand vous dites migrant, qu'est-ce qu'on doit entendre? Ceux-là qui sont partis et qui sont revenus, ou ceux-là qui vivent déjà de l'autre côté, et donc un festival à leur intention, c'est quoi au juste, en fait, qu'on doit comprendre? Ok, le FEMIVAD, c'est une plateforme qui vient promouvoir la culture issue des migrations. Okay. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous sommes composés de plusieurs peuples. Nous sommes composés de plusieurs peuples. Et chaque peuple venu d'ailleurs a quand même quelque chose qu'ils savent faire chez eux, ou du moins même étant ici, qu'ils savent faire. Donc, il faut faire sortir, en quelque sorte, ce qu'ils savent faire et montrer au monde entier, voici, nous vivons en harmonie avec des peuples et voici ce qu'ils savent faire. Ce que je veux comprendre, je veux être pragmatique, hein, ce que je veux comprendre. Est-ce que ce festival, par exemple, que vous l'organisez, c'est un exemple que je donne, il est adressé à des communautés comme par exemple, je prends des communautés burkinabées, des communautés maliennes qui, elles, ont migré en Côte d'Ivoire et qui y travaillent. Donc, ce jour-là vont présenter ce qu'elles savent faire. Ou bien c'est des Ivoiriens qui, par exemple, je prends un exemple, comme vous, en Arabie, et qui ont eu certainement des cultures là-bas et qui veulent venir présenter ça ici. C'est ce que je veux comprendre. Oui, le premier point, le premier point, la véritable cible, ce que vous venez de dire, c'est les communautés qui vivent avec nous aussi en Côte d'Ivoire. Et pas seulement ceux qui sont venus d'ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, nous avons aussi des communautés. Je prends par exemple la communauté Baoulé, la communauté Aïn, la communauté... Voilà, donc qui vont valoriser, c'est-à-dire un brassage culturel en toutes ces communautés. Et à travers, parlant de FEMIVAD, il y a ce qu'on appelle aussi la cohésion sociale entre toutes ces communautés que nous venons de citer tout à l'heure. Donc c'est une plateforme qui non seulement promouvoit les cultures, mais aussi parler aussi de cohésion sociale au sein des communautés. Marius, comment une question? Alors, si j'écoute bien, j'entends parfaitement ce que vous dites. C'est que vous faites la promotion donc, de la migration. Ben, on ne fait pas la promotion de la migration, mais plutôt la culture issue des migrations. Alors, que vous inspire donc les 26% d'étrangers, par exemple, en Côte d'Ivoire? Ben, là, on rentre dans un autre contexte qui, certainement, n'a rien à voir avec l'objectif que notre festival s'est donné comme mission. Valoriser les cultures des peuples et promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés. Voilà. Très bien. Il dit plus de questions. Barry, on va faire avec vous aussi le rappel des différents points de son festival. D'accord. Déjà, le festival, il aura lieu où? Oui, merci bien, M. Barry. Le festival aura lieu à l'Université Félix Houphouët-Boigny le 14 décembre à partir de 8 h. C'est demain, 14 décembre? Oui, demain. Et la première journée, nous avons ce qu'on appelle des panels. Et il y aura des conférences. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle le brassage culturel, un concert entre les communautés. Chaque communauté va présenter des danses et traditions. Combien de communautés au total?
Ben, il y a plusieurs communautés qui ont été conviées. Quel environ? Nous avons la communauté diaspora malienne qui sera là. Il y a aussi la communauté Dan, la communauté Baoulé. En tout cas, pas mal de communautés qui seront là. Donc, chaque communauté vient avec sa danse et tradition. Il y a aussi le volet... cohésion sociale. Bon, cohésion sociale, mais il faut dire qu'il y a le volet économique. Pour ceux qui viennent exposer, vendre des pailles qui sont issus des différentes communautés. N'oubliez pas que déjà, les migrants vont dans des pays juste pour des questions d'ordre économique. Hein. Okay. Nous allons aussi faire ce qu'on appelle des ateliers culinaires. Oui. On va montrer ce que savent faire, ce que mangent ces communautés. Il y a des mets aujourd'hui, je vous dis qu'on ne connaît plus, cette génération que nous sommes, beaucoup ne connaissent pas. Ouais. Donc nous allons faire sortir ces mets-là et on va montrer à la jeunesse pour dire que voici ce que nos parents ont mangé depuis des temps passés et ce qui leur a permis de vivre longtemps. On peut toujours continuer, on peut pérenniser ces mets-là. Voilà, donc c'est quelque chose d'atypique en tout cas. Voilà. Alors donc, ce sera demain. Ça sera demain. À l'université Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, département sociologie. Très bien. Et combien de jours? C'est chez moi. Hein. Ah, ok. Ça va se faire sur une journée. Sur une seule journée? De matin, de 8h jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Tout le monde est invité? Oui, tout le monde est invité. C'est ouvert, hein? C'est ouvert. Très bien. Mais en un tout peu cas... de danse Goli, ensuite danse Mas, Yakuba. Ils sont tous conviés. Merci beaucoup. Alors, il faut quand même rappeler que nous essayons de faire, en tout cas autant que faire se peut, que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains restent chez eux et évitent de prendre le chemin, ce qu'on appelle le chemin de la mort. Ce chemin donc désert, les barques qui se renversent. Je pense que l'océan, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ici en Afrique avec, certes, des petits moyens, mais on commence tout petit. Comme on dit en anglais, the young shall grow, le petit un jour deviendra grand. Et merci pour le festival. Demain, 14 décembre, à partir de 8h, 8h jusqu'à 16h, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Hervé Andria, vous êtes initiateur du Festival des migrations et de la valorisation de la diversité. Oui. Merci d'être venu. Je vous en prie. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Élisée, Herman, Marius, Barry... sont toujours avec nous. On a eu une très bonne, un très bon break, Herman. On n'a vraiment pas poté, échangé. On a refait le monde. On a refait le monde, disons-le comme ça. Alors, essayons maintenant de regarder ce qui s'est passé ce vendredi au Palais de la Culture. Lorsqu'il était là, Serge Billet, justement, parlait de la représentation qu'il ferait à l'attention des élèves, à l'effet, justement, de les informer sur ce qu'a été la Côte d'Ivoire et qui a été donc le premier... le chef d'État de notre nation, père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Un extrait de ce qui s'est passé avec nos jeunes élèves. Regardez. Encore plus de retard, il vient foutre le bordel, il se prend ce état pour un intellectuel. C'est toi, Félix. Tu veux qu'on se mette en ménage? C'est à cause de toi que je ne crois pas. Mon corps est prisonnier, mais mon esprit est libre. J'en ai rêvé. Au fouet la fête. Et pourtant, je suis terrorisée. Serge Billet! Je ne sais pas quoi dire de Serge Billet. C'est un homme, une icône.
Et c'est un travail formidable qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire, Élisée. Ben, moi, je veux juste dire merci à Chess Billet parce que pour ceux qui s'en souviennent, la première fois qu'on avait parlé de cette comédie musicale et qu'on avait suivi l'avant-première, quand on était venu sur le plateau ici, j'avais plaidé pour que les pouvoirs publics permettent que nos plus jeunes puissent voir cette représentation. Parce que ce n'est pas évident que pour la plus grande partie de la population ivoirienne, puisque 77% moins de 35 ans, est connu ou Houphouët-Boigny, est sur ce qui a été fait. Ça va nous aider nous-mêmes à pouvoir construire notre avenir. Et c'est ce que j'ai demandé, et vraiment le voir comme ça. Et regardez tous ces jeunes-là qui apprennent beaucoup de choses aujourd'hui. Ça, c'est des mecs qu'on est en train de construire comme ça. Ça n'a pas de prix. Ça vaut même, pour moi, excusez-moi du terme, mais ça vaut même plus que des stades de foot. Hein. On peut financer ça, le peuple promener dans toutes les écoles, dans les universités, pour que les gens comprennent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça va nous éviter beaucoup de conflits, ça va nous éviter d'investir beaucoup d'argent pour réparer des crises, ça va nous permettre de pouvoir stabiliser notre société. Je relance encore vraiment ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Je pense qu'il faut appeler Serge Billet, il faut rencontrer les initiateurs de cette comédie musicale-là et voir dans quelle mesure créer un partenariat. Bien, c'est ce que je dis. Peut-être avec le ministère de la Culture. C'est ce que je dis quand je parle de pouvoir public. Pour que nos écoles, pour que nos plus jeunes gens, nos étudiants puissent suivre et voir cette comédie musicale, ça va nous aider, nous tous, ça va aider notre société. Et puis, je veux dire, une nation se stratégise en fonction de ce qu'on veut pour notre Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'il faut semer les graines de ce qu'on désire pour cette génération. En s'inspirant de notre passé. En s'inspirant du passé, parce que c'était un grand homme. On termine, Barry, rapidement. Juste une petite anecdote. Oui. Je voudrais remercier M. Serge Billet, comme Élisée l'a dit tout à l'heure. Le film, il y a une histoire qui touche le président Sékou Touré. La Guinée, oui, très bien, oui, tout à fait. La gréco-guinéenne. J'ai expliqué ça à des concitoyens. C'est là, ils disent, mais attends, donc c'est comme ça que c'était. Ah oui, c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Le film ne touche pas forcément seulement la Côte d'Ivoire. Il touche aussi la Guinée sur le côté. Ça levait le voile, en tout cas, sur ce point. Voilà. Les gens sont intéressés. Ils me demandent qui a fait. J'ai dit non, il s'appelle Serge Billet. C'est un Ivoirien, c'est un homme de culture. Donc, c'est pour dire que le travail, il est suivi, quoi. La gréco-guinéenne. Oui. Qui a failli entraîner la guerre. C'est bon, c'est bon. J'ai aimé la séquence. Hein. Messieurs, je vous en prie. Quand on parle de, je ne sais pas, c'est terrible, hein. C'est l'histoire. Oui, très bien, mais il n'y a pas qu'elle dans le film, Élisée. Mais le film ne parle que de cette femme, donc voilà. Bon, messieurs, laissez la gréco-guinéenne. Pour celles qui sont connues. Marius Komoé, je vous... Oh là là, c'est terrible. Je vous en prie, messieurs. Comment ça pour celles qui sont connues? Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Il a dit, hein. Il ne veut pas faire la comptabilité. Non, je refuse d'entrer dans ce débat. On va recevoir un homme de culture, pluri-artiste, pluridimensionnel. Il est peintre, photographe, écrivain. Il a l'habitude, en tout cas, des grandes scènes, expositions et rencontres dans plusieurs pays comme le Maroc, le Canada, la Grèce, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal. Il n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Il a des mains excellentes parce que ses tableaux sont en tout cas référencés partout dans le monde. Merci d'accueillir Jacob Bleu qui vient maintenant sur notre plateau. Bonsoir, Jacob Bleu. J'aime la tenue. C'est un artiste. C'est un artiste, c'est très beau. Bonsoir. Mais la présentation est incomplète. Hein. Il faut peut-être ajouter que c'est le grand frère d'Élisée Boulibé, en fait. Ça aussi, il faut l'ajouter. Les hommes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, Élisée. Là, ce n'est pas le festival Tompi Nidalé. On a tous là. Bonsoir, Monsieur Jacob Bleu. Merci d'être venu. Merci, je vous en Alors, on regarde un peu ce que vous faites, mais in fine, la thématique, c'est l'art. Oui. Qui est un atout pour un développement durable. Très souvent, ce n'est pas des thématiques qui sont portées par nos États africains. L'art est souvent le dernier, la dernière roue du carrosse. Mais sous d'autres cieux, l'art est puissant, facteur de développement. Je n'avais pas dit d'asservissement des peuples, mais en tout cas, au travers les autres pays ont réussi à imposer leur culture et leur mindset à travers l'art. Effectivement, aujourd'hui, sur l'échiquier international, les artistes africains ont commencé à avoir pillon sur rue. Hein, lorsqu'on regarde un peu l'accueil que nous avons auprès des galeries, des organisations d'événements sur les arts visuels, l'art contemporain et tout, cela montre qu'il y a une certaine considération de ce que nous faisons
Et donc, pour cela, je pense que tout le monde doit être sensibilisé à ce travail-là. Et puis, nos œuvres également ont commencé à avoir une certaine cote. Avant, bon, mais les œuvres, quand tu parles de tableaux, les gens, bon, c'était un peu négligé. Mais aujourd'hui, il y a des œuvres qui se vendent à des centaines de milliers d'euros et de dollars, des œuvres des artistes africains. Et donc, il faudrait que nous-mêmes, ici, à notre niveau, nous puissions également prendre en considération ce travail-là qui est fait. Parce qu'à travers les œuvres que nous présentons, c'est aussi un pan de notre culture. Comme l'a dit Boloubeu, Élysée, je suis dedans. Et donc, dans mes œuvres, lorsqu'on regarde, il y a une grande part d'implication de nos masques, de nos costumes, de nos danses, de nos musiques, de la chaleur et tout ça, de tout ce que nous avons chez nous. Et cela est important. Maintenant, au-delà de ça, la plupart des grandes œuvres, par exemple, que je réalise, c'est sur des bâches recyclées. OK. Voilà. Parce que, voilà, j'ai constaté que ceux qui font la publicité ou les grandes enseignes, lorsque la campagne passe, par exemple, il n'y a plus d'utilisation de ces supports-là, de ces bâches-là qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve, les bâches numériques et tout ça. Qu'on retrouve dans les magasins, souvent même dans les marchés. Et les gens découpent peut-être pour faire autre chose avec. Pourtant, ce sont des éléments qui peuvent être utiles pour les créations et aussi aider à la préservation de l'environnement. Et voilà. Ça. Je suis très intéressé par ce côté écologique-là. Oui. Moi, ma question, c'est... D'abord, j'adore votre peinture. Merci. C'est toujours extraordinaire, chaud, c'est beaucoup expressif. Les couleurs. Voilà, je ne suis pas bon artiste peintre, mais je suis très friand des tableaux. Merci. Ça, c'était pour le témoignage. En tout cas, je vous encourage. Je voudrais que vous reveniez un peu sur... récemment, on a vu qu'il y avait une campagne où on retrouvait vos tableaux dans certaines rues. Dans le Grand Abidjan, à l'aéroport et tout. Stratégique d'Abidjan. Vous pouvez revenir un peu sur cette expérience? Oui, c'est une très belle expérience qui continue d'ailleurs. Mais pourquoi déjà? Déjà parce que nous avons constaté, hein, comme je l'ai indiqué, lorsque nous allons pour nos expositions, c'est souvent dans des environnements très prestigieux, des très grandes salles, des espaces auxquels le grand public n'a pas forcément accès. Hein? Par exemple, l'homme ordinaire, là, dans la rue, dans la ville, ne se lève pas de façon spontanée pour aller dans une galerie d'art ou bien pour aller voir une exposition. Donc, j'ai jugé utile, avec l'accompagnement de la régie JC Déco, de couvrir tout Abidjan, donc avec des œuvres. Donc, mes tableaux, donc on a utilisé près de 400 mobiliers urbains, donc des abris bus, des panneaux publicitaires, depuis l'aéroport jusque dans les grandes artères du district d'Abidjan, pour que ceux qui ne peuvent pas aller en galerie puissent... Voilà, une façon de démocratiser un peu l'accès à l'art, et c'est un peu ça. Et ça fait pratiquement 3 mois que la campagne a démarré et les œuvres sont encore dans les rues. Les gens sont contents. Et quel est l'impact, justement, au-delà d'être content? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres bénéfices que vous gagnez de cela? Oui, mais déjà, il faut dire qu'il faut éduquer quand même. Tout à l'heure, vous parliez de ce que Serge Billet a fait. On parlait de la culture avec les enfants. Il faut une sorte d'éducation. Parce que pour avoir demain des gens qui apprécient, qui viennent vers vous, ou bien même qui achètent nos œuvres d'art, s'ils ne sont pas éduqués à l'art, s'ils ne sont pas éduqués au beau, à la reconnaissance de ce que nous faisons, ben, je pense que nous prêchons dans le vide. Donc, c'est une façon pour nous aussi d'éduquer la population et de permettre aux gens de pouvoir avoir accès à nos créations. Cela est très important, je pense. Alors, avant de passer la parole à Élysée Boloubeu, vous parliez de l'intérêt que l'étranger a pour les toiles, aujourd'hui pour les toiles ivoiriennes. Elles se vendraient donc à centaines de millions, c'est cela? Milliers d'euros. Milliers d'euros. Pas centaines de millions. Évidemment, ça fait centaines de millions en CFA. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait donc créer toute une dynamique pour pousser plus de jeunes, justement, dans ce secteur-là. Oui, c'est ce que nous... Bon, moi, à l'époque, j'avais mis en place une série de galeries. J'ai accompagné même plusieurs galeries également, parce que à la base, je suis prof aussi de beaux-arts, même si j'ai arrêté depuis un moment. Donc, je me suis rendu compte qu'on formait plein de jeunes, mais après, à la sortie, ils n'avaient pas suffisamment de débouchés. Donc, la plupart, c'était comment aller être professeur de lycée ou de collège. C'était toujours comme ça. Voilà, c'était toujours ça. Pourtant, il y a une possibilité de pouvoir valoriser ce qu'on fait, vendre ce qu'on fait, se faire connaître à travers ce qu'on fait. Donc, c'est important. Et aujourd'hui,
comme on a donné l'exemple de Aboudia, qui fut également mon élève. Voilà, je l'ai enseigné à Bengourou lorsque j'avais été affecté la première fois à Bengourou à l'école des arts. Après, je l'ai revu à Abidjan où je l'ai encore enseigné. Mais nous sommes tout le temps ensemble. Mais aujourd'hui, Aboudia fait notre fierté, par exemple, parce que ses œuvres aux enchères sont à 200 000 euros, 300 000 euros. Bon, en même temps, la difficulté que nous avons dedans, c'est que généralement, ce sont les seconds marchés. Le second marché, c'est quoi? C'est-à-dire, vous achetez une œuvre et après, vous remettez sur le marché pour faire une vente aux enchères. Donc, ça fait que vous engrangez suffisamment de moyens, vous, en tant que collectionneur. C'est pour ça que nous demandons souvent aux gens, achetez, tant que c'est encore possible, d'acheter des œuvres, achetez. Parce que vous pouvez revendre après, vous pouvez vous faire suffisamment de bénéfices dessus et tout ça. Et l'intérêt pour l'artiste, c'est que plus les œuvres sont vendues chères, plus lui aussi, il a une reconnaissance, il a une cote qui évolue et qui avance. Voilà. Il y a de l'argent aussi qui rentre. Hein. Évidemment. C'est très important. Okay, d'accord. Moi je note une chose. Hein. Les œuvres de Jacob Bleu qui sont un peu disséminées dans la ville ont un effet en fait sur les gens. Et je l'ai constaté lorsque j'étais en voiture avec mon fils de 8 ans, qui était fasciné de voir ces tableaux. Pour me demander, mais papa, qui a fait ça? Et autre ça, c'est de la peinture et autre. Et depuis lors, je vois que chaque chose qu'il prend, en tout cas, quand c'est une œuvre d'art comme ça ne passe pas vraiment inaperçu. Il est tout le temps curieux de savoir comment ça a été fait. Donc ça a un impact. Ça m'amène à me poser la question, quelle est la spécificité de l'art que vous faites en fait? Parce que je pense que ça doit avoir quelque chose derrière qui vraiment captive. Bon, la spécificité, déjà, il faut dire que nous, dans notre jargon, on appelle ça de l'art contemporain. Donc, qui se distingue de l'art traditionnel que nous avons avec nos masques, ce que je porte aujourd'hui et tout ça. Donc, qui, dans nos habitudes, sont des arts généralement utilitaires. Voilà, parce que dans nos traditions, on ne fait pas une sculpture juste pour la beauté de la sculpture. On fait une sculpture parce que ça doit être utile. Voilà, ça doit servir. Un masque intègre le fonctionnement de la société. Or, nous faisons, nous, dans notre processus, de l'art pour l'art, voilà, pour la beauté, pour le prestige, pour l'embellissement des intérieurs et tout, et aussi pour le volet marchand, parce qu'il ne faut pas le négliger. L'art aujourd'hui a une valeur marchande très importante, très importante. Donc les enfants, lorsqu'ils voient et qu'ils sont contents, c'est peut-être dû à l'agencement des couleurs, à l'agencement des formes, parce que bon, à la base, en tant que professionnel, je sais que quand on met telle couleur, il faut accorder avec telle autre. Quand on met telle forme, il faut pouvoir agencer avec telle autre. Bon, voilà, parce que les couleurs sont très chaudes. Hein? Oui, parce que bon, mais voilà, c'est ma spécialité, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est très, très beau. En tout cas. Marius? 30 ans dans le métier. Merci. Disons. Merci. Reconnaissance nationale et internationale. Merci. Avez-vous pensé à la relève? Oui, mais la relève est déjà là. La relève est déjà là, puisque, comme je l'avais indiqué tantôt, nous avons plein de jeunes que nous avons formés, qui aujourd'hui se positionnent. Là, je viens fraîchement d'une exposition à Londres. J'ai déjà fait 2 expositions à Londres cette année, 3 expositions à Venise, parce que nous avons la Biennale de Venise qui a démarré depuis avril, qui est la plus grande biennale d'art contemporain au monde, qui a démarré depuis 1895. Wow. Voilà, donc il y a une très grande biennale et ça se fait pratiquement dans un espace où c'est tout un quartier, où chaque immeuble, chaque maison est une galerie ou un pavillon. Wow. Plus de 300 artistes, près de 80 pays qui se retrouvent là. Donc, il y a tout ça que nous essayons de faire au niveau de Dakar, où j'ai exposé également pour la Biennale qui vient de s'achever le 7 décembre. Donc, nous essayons de propulser un peu le mouvement. Et en même temps, tous les jeunes qui sont après nous, ça les encourage. Nous nous retrouvons également à ces événements-là. À Dakar, par exemple, j'ai trouvé certains de mes anciens élèves et étudiants, certains jeunes artistes ici, qui étaient là-bas, près d'une dizaine. Ils se sont organisés pour aller exposer à Dakar, en pleine ville, pour se faire connaître. Et cela est très important. Donc, il y a une très bonne relève. Bon, nous ne sommes pas encore morts, évidemment. Mais on les accompagne et on les soutient. On souhaite d'ailleurs que vous soyez là longuement. Merci. Alors, Barry? D'abord, mes félicitations, M. Jacob Bleu. Toujours dans le même élan que Marius. Les perspectives en termes de projet sur le plan local, parce que vous avez évoqué Venise, Londres, Dakar. Maintenant, sur le plan local, en Côte d'Ivoire, quelles sont les perspectives de projet pour vous et les autres artistes qui évoluent dans la même sphère que vous? Oui, au niveau local,
comme je l'ai indiqué, il y a déjà des espaces qui existent, donc des galeries d'art qui fonctionnent. Moi-même, j'en avais dirigé, là j'étais en partenariat même avec la fondation BJKD. Bon, ça fait un bout de temps que je me suis un peu retiré parce que j'ai besoin de m'occuper de moi-même. Je me suis occupé de tout le monde pendant près de 20 ans, donc c'est le temps quand même de m'occuper de moi-même. Donc, pour les années qui viennent, il y a des expositions qui sont prévues. Par exemple, moi, j'ai un événement que j'organise chaque mois d'avril qui est intitulé les Rencontres internationales des arts numériques et visuels, où je fais venir des artistes locaux et internationaux qui travaillent sur le numérique et qui travaillent sur les arts visuels. Donc, il y a ça. Et puis, au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai constaté que la plupart de nos jeunes cadres veulent quand même acheter nos œuvres. Ils veulent avoir des acquisitions. Donc, dans les prochains jours, avant la fin de l'année, je vais lancer une petite campagne pour proposer des œuvres, de petites œuvres, pas chères, où chacun pourra quand même acheter, parce que souvent, c'est une des grosses remarques que nous avons. On dit, les toiles sont chères, vos œuvres-là, c'est des millions. Comment on peut... Bon, on va essayer de faire quelque chose pour pouvoir donner accès aux œuvres d'art à tout le monde. On veut aussi jouir du plaisir de voir une toile dans notre salon. Oui, exactement, c'est très important. Marius, qu'en est-il du Festival international des arts visuels d'Abidjan? Festival international des arts visuels d'Abidjan, ça, je l'avais organisé en 2007. Oui, bien sûr. Et voilà. Et on a fait venir... Ça avait créé un certain nombre d'engouement. Voilà, ça a été très, très important. Et ça a été une très belle réussite. Voilà, où les gens sont venus de partout, des États-Unis, de Chine, du Japon, d'Allemagne, de Suisse et tout. Donc, un très grand événement. Bon, vous savez, nous, dans notre domaine, là, c'est toujours le problème d'accompagnement et le financement. Le nerf de la guerre. Voilà, surtout que nos arts sont très silencieux. Voilà, quand ce sont les arts du spectacle, on sait que les gens peuvent se retrouver là. Ils vont faire beaucoup de bruit, beaucoup de boucans, ça passe. Mais bon, nous, là, c'est très personnel. Il faut arrêter devant le tableau, admirer, regarder. Donc après, il n'y a pas eu d'accompagnement pour continuer. C'est pour ça que je suis revenu avec un événement qui est moins lourd, donc qui est les Rencontres internationales des arts numériques et visuels, voilà, qui se fait chaque année, bon, où on fait quand même venir des artistes. Voilà. Moi, je voulais revenir sur votre travail qui me fascine. On voit des formes réelles, des silhouettes et autres. Et finalement, on n'arrive pas à bien percevoir, il faut forcément lire le tableau. Qu'est-ce que évoque finalement cette rencontre, ce mix du réel et de l'abstrait? Je pense qu'il y a quand même de l'abstrait dans ce que vous faites. Oui, en fait, l'artiste n'est pas là pour forcément reproduire ce que tout le monde voit. Parce que moi, je peux vous faire tous des portraits ici, vous dessinez exactement, bon, parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba qu'on enseigne et que nous savons. Mais en tant qu'artiste, il faut apporter sa touche personnelle. C'est ça. Il faut apporter ses couleurs personnelles. Il faut apporter quelque chose qui te distingue des autres. Donc, moi, c'est ma façon à moi de faire. Donc, lorsqu'on regarde, c'est vrai que sur le champ, vous n'allez pas percevoir tout, mais après, à force de bien admirer, bien observer, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des masques, il y a des personnages, il y a des gens. Là, par exemple, c'est la série sur les coiffures. Là, ce sont les initiés, ainsi de suite. Donc, voilà. Culturellement, ça permet quand même de se retrouver et de comprendre certaines choses. À quand, selon vous, un financement artistique? Est-ce qu'il y aura un financement qu'on appelle financement de l'art en Côte d'Ivoire? Bon, il y a déjà un financement qui existe au ministère de la Culture. C'est impressionnant. Comment? C'est pas impressionnant. Bon, ça, je ne vais pas me prononcer dessus. Ne le suivez pas. Voilà, il y a quand même un financement qui existe au ministère de la Culture. C'est vrai qu'il n'est pas suffisant. Et donc, nous cherchons toujours à avoir d'autres partenaires, d'autres modes d'accompagnement. Par exemple, là, on vient de perdre 3 grands artistes en moins d'un mois. Monebou, qui a été mon professeur principal. James, comment on appelle, Stenka, qui vient de partir, qui a plus de 40 000 tableaux. Wow. Qui a aujourd'hui le record du monde en termes de production. Jiré Maillé, qui faisait des choses également avec des objets recyclés et tout. Mais ils sont partis. On n'a pas de musée d'art contemporain. Où est-ce qu'on ira voir leurs œuvres? Comment est-ce que ça va être conservé après leur départ? La famille voilà, donc il y a vraiment du travail à faire. Il a 40 000 tableaux, mais je veux dire, l'État pourrait... Il y a matière à réfléchir. Oui, mais bon, ça ne dépend pas de nous. Il n'y a même plus de réflexion. Lorsqu'on est à Paris, on a par exemple le musée Picasso, on a le musée Chagall, on a le musée Pollock, on a le musée Banksy. Ça devrait vous inspirer justement pour vous-même, vos propres œuvres. Oui, nos propres œuvres, on le fait. Déjà, on a nos ateliers, on a nos galeries. Mais il peut pousser la réflexion. Mais en termes de conservation du patrimoine, parce que c'est le patrimoine. Voilà, donc il nous faut un musée d'art contemporain et puis l'accompagnement qu'il faut pour que les artistes
qui sont des porte-flambeaux. Voilà, parce que lorsque nous allons là, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire que nous érigeons. Voilà, et puis c'est dans des lieux quand même prestigieux. Les gens demandent toujours, ah, mais vous venez d'où? De Côte d'Ivoire, d'ici et là. Bon, voilà, donc on a besoin d'un véritable accompagnement. Bravo. Mais on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bravo. Non, Jacob Bleu, c'est bien connu. Vraiment, bravo, congratulations, bravo. Merci. Parce que je pense que vous êtes un des noms qui rendait la Côte d'Ivoire fière. Vous avez de très beaux tableaux, de très belles couleurs. Et on prie Dieu qu'un jour vos tableaux se vendent en milliards. Bah oui, écoutez, on a des petites choses là, oui, bien sûr. qui se vendent. Ben, je suis le premier. On a mis, on prend. Je suis même le premier à crier Amen parce que c'est la famille qui va en bénéficier. C'est notre Picasso. C'est ça, voilà, merci. Bravo. Le Picasso ivoirien. Et bravo parce que vous... Oh là là. Ça c'est un débat. Et nous, on est dans l'art. C'est ça. On veut faire rêver. C'est ça. En restant sur le fait de rêver. Merci en tout cas d'être venu et bravo. Et n'hésitez pas à revenir nous voir. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas. Si c'est Jacob Bleu, la porte est ouverte. Merci. Bravo. Merci d'être venu. Et puis, je salue notre belle consoeur, votre dame, Edith Brou. Edith Brou. Elle nous suit. Edith Brou Bleu. Elle est connectée. Salut Edith. Bonjour alors, Edith. Merci beaucoup Herman, Élisée. Une brillante jeune dame aussi. Marius Koboué. Oui, merci Christelle. Merci Christelle. Ah oui, Edith, c'est une brillante jeune dame. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la TV. On se retrouve lundi. Bon week-end. Que Dieu vous garde. Allez, au revoir.